Merci, docteur Després. Passons maintenant à la première partie de la soirée. J'aimerais maintenant vous introduire à l'une de nos prochaines conférencières. Il s'agit du docteur France Légaré, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la décision partagée et l'application des connaissances et médecin de famille dont l'équipe fait partie du comité organisateur de cet événement. Bonsoir tout le monde. Il me fait très plaisir de participer ce soir à l'organisation de cet événement scientifique du Centre Vitam. Celui-ci vise à disséminer, diffuser, faire connaître à plus de personnes le processus qu'est la décision partagée auprès de diverses parties prenantes. Le but ultime, c'est d'améliorer les soins à la population. Je suis médecin de famille depuis 30 ans sur le point de service de l'hôpital Saint-François d'Assise et de son groupe de médecine de famille Saint-François d'Assise. J'ai constaté très rapidement dans ma pratique que les décisions en santé c'était incontournable, impliquer le patient, la patiente dans des décisions qui, dans le fond, portent sur sa santé à lui ou à elle-même. Ce soir, je suis accompagnée de 2 patients et citoyens partenaires, M. Luc Vigneault et M. Christian Chabot. Tous les deux ont une riche expérience en décision partagée, ainsi que sur beaucoup d'autres domaines dont ils nous feront part. Leurs réflexions vont nous permettre de nourrir notre point de vue sur le sujet qui est la décision partagée. Mais avant, nous allons vous présenter une courte vidéo qui est produite par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Celle-ci a été produite en collaboration avec des équipes de recherche du Centre Vitam. Ça nous apparaissait important que vous puissiez voir le processus pour bien saisir de quoi il s'agira dans les discussions que nous aurons avec nos conférenciers et conférencières ce soir. Bonne écoute de la vidéo. Lorsqu'il est question de santé, nous avons constamment des décisions à prendre. Certaines sont plus difficiles que d'autres. La prise de décision partagée est une approche qui favorise le dialogue entre un professionnel de la santé et son patient afin qu'ils prennent ensemble une décision éclairée qui correspond aux besoins du patient et à ses objectifs de soins. Cette approche peut être utilisée dans un contexte clinique comme le choix d'une intervention préventive, thérapeutique ou diagnostique. La prise de décision partagée est particulièrement importante lorsque les options disponibles comportent une part d'incertitude. Pour la plupart des interventions, on ne peut pas prévoir exactement quels seront les effets positifs ou négatifs chez un patient. Des zones grises persistent. Voilà pourquoi il est important que le patient comprenne bien quels sont les avantages et les inconvénients potentiels associés à chaque option disponible. Il doit aussi pouvoir exprimer ce qui importe le plus pour lui, comme ses attentes, ses valeurs et ses préférences, avant de faire un choix. Tenir compte de la perspective du patient est l'élément central d'une démarche qui vise à prendre une décision partagée. Le dialogue avec le professionnel de la santé aide le patient à prendre la décision qui lui convient le mieux dans sa situation. Au cours de cet échange, chacun apporte des éléments importants qui contribueront à la prise de décision. En tant que professionnel de la santé, vous possédez les connaissances scientifiques et médicales. Le patient, de son côté, est le mieux placé pour parler de son expérience de vie et de ce qui est important pour lui. Cette approche ne prend pas nécessairement plus de temps. Elle peut même optimiser la qualité et la durée de la consultation. Voyons un exemple où un professionnel de la santé et son patient prennent une décision partagée. Monsieur Gagnon, 2 options s'offrent à vous. Traiter ou suivre l'évolution naturelle de votre problème de santé. Ça serait bien qu'on en discute avant de prendre une décision. Voulez-vous qu'on regarde ça ensemble? Oui, bien sûr. Comme Monsieur Gagnon, plusieurs personnes souhaitent participer aux décisions qui touchent leur santé. Il est important de vérifier avec chaque patient dans quelle mesure il désire s'impliquer. Nous avons donc 2 options,
Traiter ou ne pas traiter. Et dites-vous qu'il n'y en a pas une de bonne et une de mauvaise. Chacune a des avantages, des inconvénients, comme le montrent les données. Il s'agit ici de prendre une décision qui correspond à vos valeurs, à vos attentes et qui tient compte de votre situation actuelle. L'observation fait souvent partie des options à proposer. Le patient peut choisir d'attendre et continuer d'observer l'évolution de sa condition clinique. Par exemple, sur 10 personnes dans votre situation qui choisissent de ne pas prendre le traitement, 7 verront leurs conditions s'améliorer de façon naturelle dans l'espace de 3 mois et 3 personnes auront toujours des symptômes. Évidemment, aucune des 10 personnes ne court le risque d'avoir des effets secondaires vu qu'ils n'auront pas pris le traitement. Regardons maintenant ce qui se passe avec 10 personnes dans votre situation qui optent pour le traitement. 8 iront mieux et 2 personnes auront des symptômes persistants. On peut donc dire qu'une personne bénéficie du traitement vu que 7 personnes ont vu leurs conditions s'améliorer sans traitement. C'est aussi important de savoir que sur les 10 personnes qui ont pris le traitement, une personne risque d'avoir des effets secondaires, parfois pires que les symptômes. Je ne peux pas vous garantir que vous serez la personne que le traitement va aider, ni que vous aurez aucun effet secondaire. Il y a toujours une part d'incertitude. L'utilisation d'un outil d'aide à la décision partagée qui illustre les données probantes peut vous aider à structurer le dialogue. Ces outils aident aussi le patient à comprendre les enjeux et à clarifier ce qui compte pour lui. Est-ce que chaque option est claire pour vous? Oui, j'y vois plus clair maintenant. Après avoir expliqué de façon neutre les avantages et les inconvénients de chaque option, il est important d'inviter le patient à exprimer ses valeurs et ses préférences. Si on met dans la balance les pour et les contre, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Bien, dans ma situation, c'est certain que je voudrais surtout éviter de prendre un traitement pour rien. D'un autre côté, je voudrais pas que ça nuise à ma qualité. Son projet de vie, ses craintes, les effets secondaires anticipés, son expérience et sa situation familiale sont autant de considérations qui peuvent influencer son choix. Discuter des valeurs et des préférences de votre patient est l'un des éléments clés de la prise de décision partagée. Avez-vous assez d'informations? Avez-vous des questions? Ça va, je comprends bien. Êtes-vous prêt à prendre une décision? Oui. Je pense que je ne prendrai pas le traitement. Je vais voir comment je vais me sentir au cours des prochaines semaines. Très bien. Bien sûr. Avant de conclure la consultation, il est important de vérifier si le patient se sent à l'aise avec la décision. Pour vous en assurer, demandez-lui s'il a clairement déterminé ce qui est important pour lui, s'il a le sentiment d'avoir toutes les informations nécessaires, s'il a reçu suffisamment de soutien et de conseils, s'il a le sentiment que la décision prise est le meilleur choix pour lui. Une réponse négative à l'une de ces questions indique que le patient hésite et que le dialogue doit se poursuivre. Dans ce cas, et si le contexte clinique le permet, la décision peut être reportée à une prochaine rencontre. Le patient peut alors continuer de réfléchir aux options qui s'offrent à lui et en discuter avec ses proches. Je suis vraiment satisfait de notre rencontre. J'ai pu exprimer mon point de vue, je sens que vous en avez tenu compte. Je me sens plus confiant pour la suite des choses. L'approche de prise de décision partagée permet aux patients de s'impliquer davantage et de faire un choix de qualité. Plusieurs études démontrent que les patients qui participent à cette démarche sont plus satisfaits de leur expérience de soins. Ils se sentent mieux informés et ont une perception plus juste des risques associés à chaque option. À long terme, ces patients se sentent plus en contrôle de leur santé. Cette approche, qui me permet de faire des choix de qualité avec mes patients, ajoute un sens à mon travail. C'est très gratifiant. La prise de décision partagée, une approche gagnante qui mérite d'être mise en pratique. Bonjour. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des nouvelles choses. Si vous avez le goût de voir d'autres vidéos sur des sujets
différents, mais qui comportent un processus similaire. Vous pouvez aller vers ces autres liens qui vous sont montrés. L'accès est gratuit. Ce sont des vidéos qui ont été produites par les équipes de recherche du Centre Vital et qui, dans le contexte actuel, sont pertinentes. Une porte sur le choix de rester chez soi ou non lorsqu'on perd de l'autonomie, ou sinon de prendre un antibiotique ou non lorsqu'on souffre soit d'une otite moyenne aiguë, d'une sinusite, d'une pharyngite ou d'une bronchite. Alors, maintenant, nous allons continuer avec nos invités, nos conférenciers, M. Vigneault et M. Chabot, et nous allons échanger avec eux. Avant de faire cette chose, je vais leur demander de se présenter. On va commencer avec vous, M. Chabot, après ça, M. Vigneault, et après, on entreprendra un échange sur votre opinion de est-ce que vous avez fait l'expérience de la décision partagée dans le système de santé. S'il vous plaît, M. Chabot. Oui, bonjour, tout le monde m'entend? Oui. Oui, parfait, merci. Bonsoir à tous. Mon nom est Christian Chabot. D'abord, citoyen engagé dans sa santé et dans le réseau de la santé également. Merci de me donner l'occasion de faire vivre mon expérience en tant que patient dans le réseau de la santé. Tout d'abord, je suis un enfant prématuré de 7 mois et demi qui pesait à la naissance 8 livres et 3 quarts et qui mesurait 22 pouces. Imaginez, évidemment, je suis vieux, je suis assez âgé, fait que dans ces années, les années où je suis né en 1959, dans ces années-là, les malformations cardiaques congénitales étaient, à cause de la technologie, étaient moins connues, moins évoluées. Fait que donc, j'avais déjà une malformation à la naissance. Et c'est 35 ans plus tard qu'on s'est rendu compte comme tel que j'avais des problèmes cardiaques. Et moi qui ai toujours été un sportif comme tel, mon cœur était rendu quasiment rendu hypertrophié au moment où on m'a pris en charge à l'hôpital Laval dans le temps. Et c'était mes premiers aboutissements dans le réseau de la santé en tant que patient. Fait que donc, j'ai dû subir une opération, une chirurgie cardiaque pour remplacer ma valve défectueuse. Puis, ils appellent ça un Bentall, là, avec le tronc commun. Et à ce moment-là, évidemment, 35 ans, tu es en forme, tu n'as pas de médecin de famille, tu n'as rien, tu n'es pas équipé pour... fait que tu vis avec ton épisode. Et pour moi, c'était comme aller voir un dentiste, c'est-à-dire que je me fais opérer, je sors de là, je recommence ma vie comme c'était avant. Fait que malheureusement, j'ai dû me trouver un médecin de famille qui m'avait justement accueilli à l'urgence à l'hôpital Laval dans le temps. Et ça a été mon médecin de famille jusqu'en décembre dernier. Donc, j'ai été plus longtemps avec lui que je suis marié. Fait que imaginez le temps que ça a. Et c'était un homme là, qui écoutait ses patients. Tu rentrais dans son bureau, tu avais l'impression de parler à un ami. Donc, je n'avais jamais l'impression de voir un médecin, dans le fond. Et ça, tôt, à l'âge de 35 ans, j'ai été capable d'avoir des décisions partagées. Donc, moi, dans le fond, la décision partagée, à prime abord, c'est la connaissance que mon médecin de famille m'amenait à l'intérieur, me faisait connaître des éléments de ma santé, puis me faisait lire des documents. Donc, il m'amenait à ce moment-là à être capable de me prendre en charge, de lire ces documents-là, d'avoir mon propre opinion. Et quand j'arrivais à la prochaine visite, j'étais capable de discuter avec lui de ces différents éléments, que soit la prévention ou soit concernant mes différentes pathologies que j'ai eues. 10 ans plus tard, en 95, 10 ans plus tard, donc en 2005, on m'a opéré à nouveau pour la même raison qu'on m'avait opéré en 95, c'est-à-dire le remplacement de ma valve aortique encore. J'avais une homogreffe en 95, en 2005, comme telle. On m'a mis une greffe une valve mécanique. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu le fameux Coumadin. Moi, j'avais le Coumadin était un médicament qui aide, en fait, c'est pour l'anticoagulant. Et malheureusement, ce n'est pas une décision que j'avais prise, évidemment, autant pour la valve mécanique, parce que pour moi, on m'avait dit que c'était la Cadillac. Mais puis après ça, le fait de prendre du Coumadin,
comme tel, ça me donnait certaines problématiques comme tel, parce que j'avais un INR qui, voyez-vous, j'ai même compris des termes qu'on utilise maintenant. Je suis capable de faire mon propre suivi. On parle d'INR, ces choses-là. Je connais mes doses, puis tout ça. Mais moi, j'ai besoin d'avoir des doses de cheval, comme tel, puis parce que j'ai probablement un métabolisme qui agit très rapidement. Fait que, donc, prenais des 15 à 20 mg de coumadin par jour. Imaginez, il y a des gens qui ne prennent même pas ça dans une semaine. Fait que j'ai dû rapidement m'habituer à la prise de ces médicaments-là et je continue à en prendre aujourd'hui. Mais si on m'avait donné le choix dans le temps, puis c'était moins populaire dans le temps, entre une valve porcine ou une valve mécanique, j'aurais pris une chance de prendre une valve porcine, quitte à me faire réopérer à nouveau, parce que ça m'a apporté dans ma vie après ça un ACV à cause de mon INR qui était trop bas. Ça m'a apporté après ça des problématiques de chirurgie, des précautions que tu dois prendre pour des patients anticoagulés, ces choses-là. Fait que j'ai appris ça à travers mon cheminement en tant que patient. Et malheureusement, fait que c'est ça. Donc, bon, le médecin à ce moment-là, j'ai dû composer avec tout ça. Pour moi, c'était difficile à apprendre comme tel. Puis, si vous me permettez, M. Chabot, on va demander à M. Vigneault de se présenter, puis on va revenir. Non, mais vous avez une expérience de vie très riche, puis écoutez, moi, je suis médecin de famille, je vous écoute, puis mon Dieu, vous en connaissez vraiment, comme vous dites, là, vous avez fait l'encyclopédie des études médicales. Donc, je vais demander à M. Vigneault de se présenter, puis après ça, on pourra discuter ensemble sur justement des expériences plus pointues que vous avez eues. Bonjour, M. Vigneault. Bonjour, Dr. Légaré. Salut, Christian. On se connaît quand même. On se croise dans des comités, etc. Moi aussi, comme Christian, j'ai des maladies chroniques que je vis depuis l'âge de 20 ans à peu près. D'abord, j'ai une maladie mentale, hein, même si le mot fait peur, mais il reste que c'est une réalité. Heureusement, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Puis un peu plus tard, dans jeune vingtaine, j'ai eu des problèmes de dos, hernie discale, etc. J'ai été opéré. Ce qui fait que je vis avec des douleurs chroniques là, depuis la jeune vingtaine. Puis j'ai 61 aujourd'hui, donc c'est pas facile. Voilà. Puis avec ça, il y a tout le diabète, cholestérol et compagnie qui vient jouer. Donc, puis moi, en psychiatrie à l'époque, il n'y avait pas de décision partagée. Hein. C'était, voici, on t'a prescrit cette pilule-là, puis prends-la, c'est bon pour toi. Ça se résumait à ça. Fait que, bien sûr, tu sais, des fois on disait bien, des fois on n'était pas bien, puis il y avait des effets secondaires, etc. Fait qu'à un moment donné, tu viens amorphe, puis c'est pas trop. Puis aussi, tu perds l'estime de toi-même, tu sais, parce que c'est comme si tu t'appartenais plus, là. Tu sais, c'est le docteur dans sa grande sagesse qui décide de tout pour toi, qui sait tout. Fait que tu suis, tu sais, voilà. Puis un jour, j'ai tombé sur un médecin spécial qui m'a demandé, il me parlait de traitement, puis qu'est-ce que tu en penses? C'est la première fois qu'on me demandait ça. Fait que je sais pas quoi vous répondre. Ce que j'en pense, je sais pas. Fait que, un peu comme Christian, il m'a donné de la littérature, on va lire ça, puis on n'est pas pressé là, pour changer de traitement. Là, on prend le temps que tu comprennes bien, parce que le patient, c'est le seul expert des conséquences de la maladie sur sa vie. C'est le seul expert des conséquences du traitement sur sa vie. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à faire ça au niveau du clinique, là, la décision partagée. Puis je me suis impliqué là, au niveau de la santé là, comme patient partenaire là, un peu partout dans les universités, dans les hôpitaux, pour justement propager cette bonne nouvelle-là, je pourrais dire. Parce que ça m'a redonné de l'espoir, ça m'a redonné un sens à ma vie, ça m'a redonné le fait que je suis une personne et non une maladie. C'est ça qui est important.
Donc voilà, moi aussi, donc ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Et j'encourage beaucoup les gens à aller vers la décision partagée. Parce que souvent, surtout en certaines maladies, le médecin seul, des fois, il est dépassé, il ne sait pas quoi faire. Hein, ça arrive dans la vie, ça. Alors, nous, avec notre expertise de vie, on est capable de dire... des fois, mon médecin me dit, vous avez tellement pris de molécules, Monsieur Vigneault, quelles sont vos recommandations? Ça, je trouve ça bien. Puis le fait que je suis impliqué dans la prise de décision, ben, je suis très fidèle à mon traitement. C'est quasiment moi qui l'ai fait là, avec le docteur. Fait que voilà, je vais me taire là-dessus, mais juste pour vous dire que ça fait longtemps, puis j'encourage les gens avec ça. On ne souhaite pas que vous vous taisiez trop longtemps. On veut vraiment connaître vos points de vue. Donc, en fait, vous l'avez abordé très spontanément, mais je vais quand même le reprendre. Puis, dans le fond, on apprend de vous. Là. On apprend d'ailleurs à être des meilleurs soignants à votre contact. Vous avez vu une vidéo qui a été produite par l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Est-ce que ce que vous avez vu, qui est démontré là, vous avez eu des expériences dans le système de soins de santé et services sociaux qui ont pris cette forme-là comme celle que vous avez vue lors du vidéo? Ou si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qu'il y avait de différent comme modalité? Ben oui, moi, ce que j'ai vu au niveau de la décision partagée, ça correspond à peu près à ce que j'ai vécu. Là. Donc, on prend le temps d'expliquer aux patients les pour et les contre. On prend le temps aussi au niveau des effets secondaires, de bien expliquer. Puis aujourd'hui, on parle beaucoup d'effets secondaires indésirables. C'est-à-dire que des effets secondaires, il y en a, ils ne sont pas nécessairement indésirables. C'est une nuance importante à faire. Donc, je pense que c'est important. En fait, ça nous amène à un équilibre entre l'effet thérapeutique et les effets secondaires du médicament. Il faut que la personne soit confortable, en guillemets. C'est pas très français, là, mais moi, je trouvais que c'était très réaliste. Ouais. OK. C'est peut-être pas confortable, vous êtes en français, mais on aime quand même que le français est confortable. Ouais. Monsieur Chabot, oui. Est-ce que ce que vous avez pu percevoir là, dans l'échange de l'INES, c'était de cette façon-là que ça a pris forme? Oui, je vous dirais qu'avec mon médecin de famille spécifiquement, là, comme tel, l'empathie, l'écoute, c'est des qualités, le savoir-être, dans le fond, pour mettre le patient confortable puis être capable d'échanger sur à peu près n'importe quel sujet, là, comme tel. C'est en fait comme ça que je l'ai vécu. Mais j'ai vécu également l'autre partie qui est une ordonnance, un peu une ordonnance, sans savoir si c'est ton plan de vie ou parce que c'est quand même important. Moi, la notion de service à la clientèle est pour moi importante là, comme telle. Puis je pense que moi, je me suis toujours posé la question souvent. On a des commissaires aux plaintes, mais on n'a pas des commissaires à des gens qui reçoivent des félicitations. Ça m'a toujours aberré dans le système de santé qu'on n'ait pas un service à la clientèle, tout simplement, pour autant ramasser les bons coups que les mauvais coups, dans un concept d'amélioration continue. Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec le vidéo qu'on a vu tout à l'heure. Ça prend des qualités d'être. Il faut que tu écoutes pour t'adapter. C'est du cas par cas. Ça prend donc une personnalité qui est capable de comprendre. Et c'est pas juste un patient qui passe à travers une série de rendez-vous là, dans une journée. C'est pas un quota, dans le fond. OK. Donc, ce que je trouve intéressant, parce que c'est ça, on sait que vous avez énormément de bagages de vie aussi comme personne. Là. Donc, vous semblez nous avoir dit que vous avez connu des expériences dans le système de soins, de santé et services sociaux. Des fois, il n'y avait pas la décision partagée, on ne vous a pas présenté les options, on n'a pas essayé de comprendre ce qui est important pour vous. Puis, vous avez aussi mentionné que vous l'avez vécu avec certains professionnels de la santé. OK.
quand vous les contrastez, quand vous le vivez, bon, un peu comme dans la vidéo, versus quand vous ne l'avez pas vécu, quelle différence ça a sur vous comme effet ou comme conséquence? Est-ce que vous êtes capable de nous instruire là-dessus? Moi, je vous dirais que c'est l'engagement. L'engagement versus partir puis de ne pas faire ce qu'on te demande, de pas. Parce que, comme disait si bien Luc, c'est nous autres qui, dans le fond, ils goûtent. Si on ne suit pas les prescriptions ou ce qu'on nous mentionne de faire. Par contre, j'aime bien comprendre. Puis j'ai toujours pensé, moi, que l'adhésion comme telle, si on veut la chercher, ben, c'est un peu comme une job de vente. C'est-à-dire qu'on peut avoir peser le pour et le contre. Pour moi, c'est important. Puis à qui je fais affaire aussi. Fait que donc, le médecin doit avoir un portrait un peu fidèle de ce que le patient est, même si on n'a pas beaucoup de temps. Malheureusement, les médecins n'ont pas toujours le temps de faire tout ça. Mais pour moi, c'est l'élément le plus significatif de tout ça, c'est vraiment l'engagement par rapport à une cure ou par rapport à un suivi de trajectoire. Ou, si j'y crois pas, ben, je n'adhérerai pas. C'est ça, exactement. Je ne le ferai pas. Non. Fait que, donc, on a des questions. Excusez-moi, on a des questions qui viennent des gens qui sont présents. Je vais en prendre une. Est-ce que vous voyez, ça vient de notre auditoire, là, est-ce que vous voyez une différence dans l'approche de prise de décision entre les médecins spécialistes et les médecins de première ligne et les infirmières? Donc, 3 groupes de professionnels différents. Est-ce que vous avez, dans vos contacts avec le système de soins, services santé, services sociaux, vu des différences entre médecins spécialistes, médecins de première ligne, de famille et les infirmières? Ben moi, je dirais, c'est pas une question de profession, c'est une question d'individu. Oui, c'est une question d'individu. J'ai vu des médecins de famille aussi qui pratiquaient pas la décision partagée. J'ai vu des médecins spécialistes la faire, d'autres pas la faire. Les infirmières, je vous dirais, dans leur formation, qui sont peut-être plus portés vers la décision partagée par leur formation. Là. Mais non, moi, honnêtement, c'est plus vraiment une question d'individu que je dirais. Là. Je ne sais pas, toi, Christian. Là. Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Luc. J'ai des spécialistes que je vois une fois par année qui ont une attitude de décision partagée. Moi, je suis chanceux, je suis bien entouré. J'ai des spécialistes qui m'entourent, puis j'ai un médecin de famille qui m'entoure, puis des infirmières pivots qui font le suivi avec moi. Il y a même des pharmaciens maintenant. Pour mon coumadin, c'est des pharmaciens qui ont pris la place des infirmières à la clinique qui me suivaient. Okay. C'est vraiment un cas d'individu. Puis je pense qu'eux autres aussi, je prends le cas des pharmaciens peut-être plus spécifiquement là, comme tel. Je donne des conférences des fois des étudiants à la faculté de pharmacie là, sur justement mon expérience en tant que patient avec les relations pharmaciennes. Puis je pense qu'ils sont en mode apprentissage. Ils ont un rôle qui a été donné comme tel. Puis, tu sais, moi, souvent, je les agace, je les appelle les vendeurs de pilules. Ce qui est pas le cas, mais la perception que j'avais, c'était ça. Parce que, dans le fond, jamais j'allais leur demander conseil sur quelque chose. L'accès est plus facile envers des pharmaciens parfois que vers nos propres cliniques. Fait que c'est une avenue qui est super intéressante. Je pense que plus ils vont être confrontés justement à ce genre d'activité-là, les pharmaciens, bien, ça va améliorer l'accès pour l'ensemble des patients. OK. Donc, fait que ce que j'entends, c'est que, bon, parfois vous avez vu des différences entre les différentes personnes, professionnels de la santé que vous avez rencontrés, mais ce n'était pas systématique sur le fait d'être soit médecin ou une... OK. Très bien. Mais l'autre chose qui, quand même, a été demandée par une autre personne dans l'auditoire, est-ce que vous voyez, tantôt vous en avez parlé un petit peu, M. Chabot, vous avez dit, ben moi, quand je me suis sentie engagée dans la prise de décision, dans les choix, il me semble que j'y adhère, alors que sinon, je sors et je me dis c'est pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres impacts mesurables sur vos traitements ou
sur votre bien-être physique ou autre ou mental, de vous avoir senti engagé dans les prises de décision? Ben moi, je pourrais dire que oui, entre autres, mon alimentation, là, parce que le médecin est beau t'expliquer, tu manges bien, mais écoute, t'es sorti, ben, tu fais bien ce que tu veux. Mais à force de lire là-dessus, à force de comprendre là, la maladie que j'ai, puis les médicaments, ben, plus on mange sainement, mais moins on a d'effets secondaires, puis plus le traitement est efficace, etc. Moi ça a eu des percussions dans ce domaine-là. Là. L'alimentation, aller marcher, hein, avant, j'étais plus sédentaire. Maintenant, ben, je marche. J'essaie de marcher une demi-heure, 1 heure par jour. Et ça nous sauve énormément de pilules, juste le fait d'aller marcher puis de respirer. Donc, c'est dans ce sens-là, moi, que ça a été bénéfique. Écoutez, notre collègue Virginie, qui fait un excellent travail, nous rappelle dans l'horaire. Donc, écoutez, de toute façon, on va avoir un autre espace d'échange un peu plus tard. Merci infiniment là, pour votre partage, puis pour nous avoir encore là enseigné à comment mieux prendre soin des gens qui viennent consulter les soignants et les soignantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Virginie? Merci. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui? Bien, merci. Merci. Je m'excuse de devoir vous couper dans cet excellent échange qui était pertinent et très généreux. Mais je suis gardienne du temps pour la soirée. À la suite de cet échange qui a présenté des expériences et des opinions à un niveau plus personnel et local, nous pouvons alors nous demander à un niveau élargi, est-ce que les Canadiens et les Canadiennes sont engagés dans les décisions en santé? En d'autres mots, font-ils l'expérience de la décision partagée? Des récents travaux de l'équipe de France Légaré, dirigée par Julie Hasenberg, étudiante au postdoctoral à l'époque, ont d'ailleurs voulu répondre à cette question par le biais du questionnaire en ligne pan-canadien avec 1591 participants. Leur étude a démontré que les Canadiens et les Canadiennes se sentent peu engagés dans les décisions en santé et leur niveau d'engagement varie selon leur âge, le milieu de soins, la géographie et l'origine ethnique. D'ailleurs, les Québécois et les Québécoises se sentent moins engagés que les personnes dans les autres provinces. Les aînés de 65 ans et plus, et tout particulièrement ceux et celles recevant des soins à domicile, sont les moins engagés dans les décisions en santé à travers tout le Canada. À votre tour maintenant, on veut échanger avec vous. Donc, nous voulons connaître quelle est votre expérience dans la décision partagée. Pour ce faire, nous avons décidé d'extraire quelques questions de cette enquête canadienne et de vous les poser ici ce soir sous forme de sondage. Pour chaque question, vous allez avoir toujours 6 choix de réponse, variant de toujours à ne s'applique pas. Après chaque commentaire, nous reviendrons sur le résultat de l'enquête canadienne et on va le comparer avec le résultat de ce soir. Ça sera vraiment intéressant de faire l'exercice. Les conférenciers, France Légaré, vous pourriez commenter les résultats si cela vous adonne. Donc, on va laisser un petit délai d'environ 12-15 secondes pour répondre à chaque question. Vous devez maintenant réfléchir pour l'ensemble des questions à la dernière année, soit une période de 12 mois à partir d'aujourd'hui, donc avant aujourd'hui. Et lorsque vous avez reçu des soins ou des traitements de la part de professionnels de la santé, que ce soit un médecin, du personnel infirmier, une pharmacienne, un physiothérapeute ou une nutritionniste, peu importe le professionnel de la santé, réfléchissez à un événement en particulier ou à plusieurs événements. On est parti pour la première question de 5 questions. Donc, dans la dernière année, lorsque vous avez reçu des soins ou des traitements de la part des professionnels de la santé, à quelle fréquence vous ont-ils parlé d'un choix de traitement ou de soins? C'est parti. Donc, est-ce que tout le monde a répondu au sondage? Donc, au Canada, le choix des soins reçus ou des traitements ont été discutés dans 42,8 des cas. Donc, une réponse de toujours à souvent. Dans l'auditoire ce soir, nous avons les résultats suivants. Donc,
On a toujours 18,42 %. On a... Les votes continuent à rentrer. Parfois, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc, on peut se dire que la majorité, c'est rarement. Donc, ce n'est pas comparatif aux résultats canadiens. On va enchaîner maintenant avec la deuxième question. Dans la dernière année, lorsque vous avez reçu, oui, parfait. On va passer à la prochaine question, on va vous l'afficher. Dans la dernière année, lorsque vous avez reçu des soins ou des traitements de la part d'un professionnel de la santé, à quelle fréquence vous ont-ils présenté les avantages et les désavantages des différents choix possibles de traitement ou de soins? Je vous laisse du temps pour répondre. Donc, à la régie, lorsque vous êtes prêts, on peut afficher les résultats du sondage. Donc, au Canada, les opinions et on n'est pas dans la bonne. Je parlais des références. Les opinions et les préférences ont été demandées à 38,8 %. Donc, dans l'auditoire, ça continue à rentrer, mais on a rarement qui prédomine la réponse de l'auditoire. Parfait. Donc, c'est assez fidèle un peu à ce qui était retrouvé dans le sondage pan-canadien. Là, chez les Québécois, on a toujours des réponses qui sont inférieures. Fait que là, je vois que soit que je n'ai pas suivi les bonnes questions ou donc j'ai un problème de diapositive. Donc, je vais enchaîner avec ma troisième question. Donc, dans la dernière année, lorsque vous avez reçu des soins ou des traitements de la part des professionnels de la santé, à quelle fréquence vous ont-ils demandé votre opinion ou vos préférences? Donc, je vais vous laisser le temps de répondre. Le direct, soyez indulgents, on n'est pas parfait, on apprend beaucoup, nous autres aussi, en simultané. Donc, on va pouvoir afficher les résultats. Donc, les opinions et les préférences au Canada, on parle de 38,8 %. C'est la bonne question. Et on parle de jamais. Aujourd'hui, 29,73 % dans l'auditoire pour la majorité. Donc, c'est intéressant de voir vos réponses. On va enchaîner maintenant avec la quatrième question. Dans la dernière année, lorsque vous avez reçu des soins ou des traitements de la part de professionnels de la santé, à quelle fréquence vous ont-ils demandé si vous préfériez une option ou une autre au sujet de vos traitements ou de vos soins? Je vais vous laisser le temps de répondre. Parfait, on va afficher les résultats. Donc, au Canada, la personne a été interrogée sur son option préférée dans 40,2 % des cas. Et dans l'auditoire ce soir, on parle d'une majorité de 50 % jamais. Donc, on aura beaucoup de choses à discuter dans la table ronde tout de suite après le sondage. Donc, on passe maintenant à la dernière question. Dans la dernière année, lorsque vous avez reçu des soins ou des traitements de la part de professionnels de la santé, à quelle fréquence vous ont-ils impliqué autant que vous vouliez dans les décisions concernant vos traitements et vos soins? Donc, le sondage canadien, on parle ici de 54,7 % des patients qui ont été impliqués autant qu'ils le désiraient. Et l'auditoire, je vous invite à voter. Les votes, vous pouvez toujours continuer à voter. Là, les votes, ils rentrent toujours. Donc, à l'heure actuelle, on a une majorité de jamais, rarement. Donc, on voit que la décision partagée n'est pas pratique courante là, par rapport à vos expériences vécues des gens qui sont dans notre auditoire ce soir. Et je reprends les mots justement de France Légaré qui me disent donc M. Chabot et M. Vigneault ont vécu des super expériences qui nous ont partagées. Là. Donc, merci beaucoup de votre participation. Vous pouvez continuer à voter là, si vous avez encore le vote qui est affiché.
Super instructif. On vous remercie beaucoup pour votre participation.